Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité en République démocratique du Congo à travers vos différentes chaînes partenaires, les chaînes que vous connaissez très bien notamment RDC Monde, mais également Top 243 News qui vous donne l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, mais également le reste de l'actualité à travers le monde. Vous êtes le bienvenu partout où vous nous suivez, très chers téléspectateurs, fidèles internautes qui nous suivent partout à travers le monde. Soyez une fois de plus le bienvenu pour ces nouveaux numéros d'actualité ici à travers la RDC et plus précisément dans la capitale congolaise Kinshasa. Pour ce vendredi 18 mars 2022, nous allons nous focaliser sur une question parlementaire pour entamer d'autres sujets d'actualité qui va nous donner accès à être suivi où vous allez vous retrouver. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers ces nouveaux numéros d'actualité sur RDC Monde et Top 243 News. Nous allons ouvrir ces nouveaux numéros d'actualité en rapport avec les changements constitutionnels pour la 4e République. Telle est la proposition de loi qui vient d'être déposée par l'ancien ministre Steve Mbikaï. Ici, aujourd'hui, il est actuellement député national. Il vient de faire son entrée ici à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo en rapport avec le référendum, mais également la révision constitutionnelle pour la 4e République. Pour ce faire, nous allons décrypter ces points d'actualité ici à travers le pays avec mon confrère Rafat Kachunga. Rafat Kachunga qui n'est rien d'autre que journaliste parlementaire, politico-parlementaire. Il connaît mieux la situation au niveau de l'Assemblée nationale ou de la Chambre basse du Parlement de la République du Congo une fois de plus. Soyez le bienvenu, mon ami. Bonjour. Bonjour chers confrères Pakoto, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et quelles sont les nouvelles? Oui, effectivement, d'abord la première nouvelle est que la session ordinaire de mars vient d'être déclarée ouverte depuis le mercredi dernier. Nous croyons que les enjeux parlementaires, bien entendu, vont être étalés sur la table. Aujourd'hui, on parle de la révision constitutionnelle, les questions du référendum, questions référendaires, parce que nous sommes aujourd'hui à la 3e République, mais un député national qui vient d'ailleurs de déposer une proposition de loi pour les changements constitutionnels. Avant d'abord d'entrer au vif du sujet, vous allez décrypter un tout petit peu pour les téléspectateurs enfin qui aient l'idée sur l'objet de l'actualité de ces jours pour ces vendredis, ici plus précisément au niveau de l'Assemblée nationale, dans les institutions parlementaires. Nous allons d'abord vous laisser suivre la déclaration de Steve Mbikaï, ancien ministre honoraire de la République démocratique du Congo, mais également actuellement député national. Suivez d'abord cette déclaration tout à l'heure ici à l'Assemblée nationale et on va y revenir, échanger avec mon confrère Rafat ici sur ces plateaux spéciaux. Pétition. C'est une pétition qui est signée par le collectif de députés qui sont pour le débat démocratique sur la Constitution. Nous demandons au bureau de programmer ces points à la session de mars pour qu'on puisse débattre de la Constitution. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas de la révision, il y en a qui veulent la révision, il y en a comme moi qui veulent qu'il y ait changement de Constitution pour la République. Donc on veut que ce débat ait lieu et puis la dialectique va nous pousser à tirer une conclusion. Oui, mais vous avez déballé la quintessence de cette conclusion. Non, c'est-à-dire il y a des choses qu'on veut qu'on change dans la Constitution. Nous qui sommes pour une nouvelle République, d'abord nous voulons qu'on puisse répondre à notre nationalité, qu'on supprime beaucoup d'institutions qui sont budgétivores, comme le Sénat, le Conseil économique et social, comme la Commission nationale des droits humains, comme le CESAC, qui font de l'emploi. Il y en a beaucoup comme ça, et qui nous bouffent environ 200 millions de dollars chaque année, ce qui fait 1 milliard pour une mandature. C'est trop. Mais aussi, on doit débattre du régime n'est-ce pas, politique.
Moi, par exemple, je suis pour le régime présidentiel. Parce que chez nous, en Afrique, le régime sont toujours présidentiels dans les faits. Même si sur le papier, on dit c'est une présidentielle. Et nous avons la durée du mandat. Nous préférons, moi par exemple, je préfère qu'on passe de 5 à 7 ans parce que les élections coûtent aussi très cher si on le fait chaque année. Alors si on passe à 7 ans, je pense qu'on pourra minimiser un peu le coût des élections. Mais aussi, nous avons un peu délabré. 5 ans nous paraissent pas suffisant pour pouvoir entamer un programme et puis l'achever. Il y a aussi des collègues qui veulent qu'on débatte de la problématique du fédéralisme. Donc, toutes les questions sont sur la table. On va en débattre et à la fin des comptes, on va conclure. Et si on est d'accord pour une nouvelle constitution, eh bien, on pourra la soumettre au référendum lors de l'élection de 2023. Pourquoi contre l'actuelle constitution? L'actuelle constitution, vous savez, vient de la belligérance. Elle a été rédigée avec une influence étrangère. Et comme vous savez, le projet a été élaboré à l'université de Liège avec trop d'épesanteurs. On a fait la copie conforme de la constitution française qui ne cadrait pas avec nos réalités. Donc il faudrait maintenant une constitution rédigée par nous-mêmes qui puisse tenir compte de nos propres réalités. Il y a la majorité des collègues. Du changement de la constitution. Quand on fait un nouveau projet, on peut se référer à l'ancienne constitution. Voilà. Si l'article 220 est verrouillé, c'est verrouillé dans l'actuelle constitution. Voilà. Alors, si nous avons un nouveau projet de la constitution, eh ben, on va plus se référer à l'ancienne. À combien de députés maintenant? Alors, nous avons ici, il y a 20 signatures, mais il y a 10 signatures qui sont avec notre collègue. Mais la pétition, elle est là, et donc par la pétition, c'est... Oui, c'est la pétition. C'est la pétition. Elle est là. Elle est déjà signée. Ici, par exemple, il y a 20 collègues qui ont signé. Donc, où est le... Non, la liste des signataires. 20, c'est déjà beaucoup. Parce que la pétition, on peut la faire même seule. Et il y a 20 qui ont signé. Il y a encore beaucoup qui promettent de signer. S'il y avait à plénière aujourd'hui, on allait faire 50 sans signature. Au fur et à mesure qu'ils vont signer, eh bien, on va continuer à déposer des signatures sur les bureaux de l'Assemblée. Pourtant, il y a état des sièges, ce qui veut dire qu'on ne peut pas réviser la Constitution. C'est une mauvaise façon de lire la Constitution. L'article dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution quand il y a état de guerre, état de siège, état d'urgence. Mais en 2011, on a révisé. Il y avait sur la guerre dans l'est du pays. Le but, c'est quoi? Quand il y a la guerre, l'état de siège, les parlementaires ne pourront pas siéger librement. Or, ici, l'état de siège, c'est dans un coin de la République. Ce n'est pas partout dans la République. Mais aussi, alors, si ce nouveau projet ne va pas tenir compte de cette disposition-là, ça, c'est la constitution actuelle. Mais le nouveau projet ne va pas tenir compte de ce qu'il y a dans la constitution. Donc, la solution est trouvée. Toutes ces manœuvres ne peuvent-elles pas conduire au report des scrutins prévus en 2023? Voilà. Non, mais quelle manœuvre? Parce que nous voulons bien que le projet de la nouvelle constitution soit soumis, n'est-ce pas, au référendum en 2023, aux élections. Et ça sera appliqué au mandat prochain. Les gens ont dit que, comme sur l'Union sacrée, on a fait ça pour ajouter encore 2 ans, président Fachi. Non, c'est-à-dire, même pour le Sénat et les autres, il y a ce qu'on appelle intangibilité des droits acquis. Donc si on décide, n'est-ce pas, on va appliquer ça au mandat prochain. Donc c'est impersonnel. Parce qu'on doit faire une constitution sur mesure. Donc on ne sait pas qui sera président, qui sera député. Donc ça sera après l'élection 2023, on va entrer dans la 4e République. Donc nous sommes très sûrs que, on va avoir une nouvelle constitution et qu'en 2024, on va entrer dans la 4e République en RDC. Je ne réponds pas aux rumeurs et puis aux commentaires. Je suis un homme politique, c'est pour des actes. Je laisse aux autres de faire des commentaires, des citations et puis de réfléchir. Voilà, merci. Yeah.
Vous venez juste, très chers téléspectateurs, de suivre les dépôts du député national Steve Mbikai, une proposition de loi référendaire sur les changements constitutionnels pour 4e République, pour 4e République. Pour ce faire, Rafat, que dites-vous en rapport avec ces changements constitutionnels, la révision à travers le référendum pour notamment changer quelques articles au niveau de l'Assemblée nationale et le Sénat? Une fois de plus, merci Mike pour cette opportunité que vous m'accordez. Je crois que tout Congolais est libre de proposer quelque chose pour l'avancement de notre pays. Et puis, si tout Congolais a cette aimabilité de le faire, à combien plus forte raison un élu du peuple? Steve Mbikai, un ancien ministre, il a un parcours très élogié à travers les institutions de la République et du pays dans son ensemble. Je crois qu'il est libre, mais le problème est que il faut cerner les priorités du pays. À ce stade ici, Mbikai nous amène une proposition de loi qui va changer la Constitution. Ça signifie que ce n'est pas seulement qu'on doit réviser un certain nombre d'articles, mais changer effectivement la Constitution, c'est-à-dire qu'on doit passer d'un mandat de 5 ans à 7 ans pour notre République. Et je crois qu'il est allé vite en besogne parce que vous êtes scientifique. Je vais d'abord ouvrir une petite parenthèse et la refermer aussi si vite. Vous savez que même au niveau de l'université, lorsque vous choisissez un sujet de mémoire ou un sujet de TFC ou de thèse, si vous voulez, doctorat, on doit vous poser, d'abord on pose la question au récipiendaire. Qu'est-ce que ce sujet-là va résoudre comme problème dans la société? Oui. Qu'est-ce que ces sujets-là ou les conclusions qui seront à l'issue de ces sujets-là vont résoudre quel problème dans la société? Et aujourd'hui, dans notre pays, si on se pose des questions, quelles sont les priorités que les Congolais attendent? Les peuples congolais attendent quelles priorités? Aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes de changer la Constitution qui va résoudre les problèmes du social. Aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes de changer. Pour moi, je pouvais, à la limite, ils pouvaient justement chercher à proposer la modification de certaines dispositions constitutionnelles qui aujourd'hui laissent les peuples dans un suspense, on ne sait pas, notamment dans la perplexité. Et effectivement, notamment les cas avec l'article 74. Rappelez-vous qu'on dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Mais là, on n'a pas cherché à préciser que si le président n'arrive pas à organiser les élections, quel sera le sort réservé? Ça n'a pas été précisé. Oui. Et bien d'autres articles qui sont mis également, qu'on devrait chercher à réviser et à préciser. Mais à ce stade ici, le peuple congolais n'attend pas le changement constitutionnel. Attendez, je vais rester un peu dans cette optique. Le peuple congolais n'attend pas les changements à l'instant de la Constitution. Mais à l'ouverture de la session de mars le mercredi dernier, vous avez suivi ce que le président de l'Assemblée nationale avait dit. Le président disait que le peuple congolais attend des propositions qui vont répondre à leurs attentes. Je te rejoins juste parce que tu as ouvert une brèche pour nous faire comprendre que les propositions devraient faire l'unanimité en sorte que ça soit des propositions qui vont répondre aux besoins du peuple congolais. N'est-ce pas? C'est dans cet angle-là peut-être que tu voulais... Oui, effectivement, comme je venais de le dire ici dans mon introduction, il faut qu'il y ait des propositions qui viennent résoudre un certain nombre de problèmes dans notre pays, dans la société. Et aujourd'hui, les problèmes ne s'inscrivent pas dans les cadres du changement constitutionnel. Ils devraient encore fouiner, ils trouveraient beaucoup d'autres problèmes
qui sont laissés le peuple congolais dans un suspense en attendant que... Mais aujourd'hui, si on nous amène qu'on doit passer encore dans une dimension où on a été en 5 ans pour une mandature, n'est-ce pas, mandature électorale, oui. Et qu'on bascule pour 7 ans, je crois que c'est justement, il le veut encore donner, parce qu'aujourd'hui, le peuple attend beaucoup de choses de lui et pourquoi pas de nos dirigeants. Si aujourd'hui, on demande encore qu'on ramène le mandat de ceux qui nous dirigent aujourd'hui à 7 ans, c'est justement chercher à augmenter la souffrance de la population, ou à prolonger, si nous pouvons utiliser le terme, à prolonger. Or, aujourd'hui, on a besoin des choses qui sont plus concrètes et qui résolvent aussitôt la problématique du chômage, la problématique de tout ce qui a trait à la société. Rafat, journaliste parlementaire qui connaît un peu bien les questions politico-parlementaires de la République du Congo, est-ce que c'est le besoin du peuple ou bien c'est l'amour du faire mieux, comme l'expression française nous dit toujours? On est en train de prendre bien soin de ces bétails parce qu'on sait que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, eh bien, dans une année, on pourra vendre à un prix raisonnable. Est-ce que c'est pas ça le jeu politique, les enjeux politiques de la République démocratique du Congo? On donne un peu plus l'impression qu'on aime la population alors que on veut juste son intérêt, le mandat qui va basculer du président de la République de 5 ans à 7 ans, mais également le mandat des élus du peuple qui va basculer notamment de 5 ans à 7 ans. N'est-ce pas leurs intérêts qui sont en train de chercher à cet aspect? C'est ce que moi j'ai toujours appelé les positionnements politiques. Si nous regardons bien le parcours de l'honorable Mbikaï, vous trouverez que il a cherché toujours à mettre un peu de bruit à gauche, à droite pour se positionner. Et en ce moment ici, je l'ai suivi dans un média, donc il a répondu à la question d'un confrère. Et il a dit qu'il fait ça pour que si on lui donne un poste, ça ne sera pas un péché pour lui. Donc justement, ce qu'il est en train de faire, c'est chercher la sympathie du président de la République, en fait, parce que le problème n'est pas de changer la Constitution. Le problème est de réviser certaines dispositions constitutionnelles. Alors s'il s'est fait qu'aujourd'hui il veut faire plaisir au président de la République parce qu'il est là, c'est lui, selon ses dires, c'est le président de la République actuel qui va donner l'exemple de ces changements ou de ces basculements constitutionnels. Mesdames et messieurs, vous étiez très scotchés, connectés pour nous suivre pour ce nouveau numéro. Nous sommes en train de parler des changements constitutionnels pour la 4e République. Ça vient d'être proposé d'ailleurs. Le député national Steve Mbikaï, ancien ministre de la République démocratique du Congo, sa dernière fonction qu'il a occupée, il était le ministre de l'EPST ou bien ESU. Si je ne m'abuse pas, Steve Mbikaï était l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo avant le gouvernement Ilunga Ilunkamba, si je ne m'abuse pas, sous Joseph Kabila, sous Ilukamba. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous venons de quitter déjà ce stade de la proposition de loi sur la révision constitutionnelle et un amendement en sorte qu'il y ait une institution, une constitution pour la 4e République. C'est ce que je viens d'échanger, discuter avec mon confrère journaliste politico-parlementaire Rafat. Donc nous sommes en train toujours de parler de la proposition de loi pour les changements constitutionnels, comme je le disais. Rafat, on peut déjà passer le dernier mot en rapport avec les lois ou les propositions, la proposition de loi sur les changements constitutionnels. Justement, Mike, je voulais dire que notre pays doit sortir dans ce stade de débat politique et politicien. À quand nous allons entrer dans un stade de débat scientifique pour développer notre pays? Nous avons besoin de gens qui nous ramènent, qui nous amènent des sujets à débat scientifique, technologique. Mais aujourd'hui, nous sommes enfermés dans des débats politiques et qui en bénéficient? Ce ne sont que des politiques eux-mêmes qui en bénéficient. Lorsqu'on demande aujourd'hui que nous passions de 5 ans à 7 ans, que nous puissions changer notre constitution,
ce n'est pas à l'intérêt de la population, c'est à l'intérêt de ceux qui nous dirigent. Mais nous devons sortir. Nous avons aujourd'hui, si vous regardez des pays qui nous entourent, pour ne pas citer pour des raisons publicitaires, mais ils sont un peu plus loin, avancés dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Ils séduisent à gauche, à droite, les investisseurs à travers le monde arrivent heureusement dans leur pays parce qu'ils ont assaini les climats des affaires. Mais jusqu'à ce stade, jusqu'à la Troisième République, qu'a-nous fait? Nous sommes toujours là dans les cafouillages, ce que moi j'appelle les cafouillages politiques, pour chercher des positionnements, pour chercher comment distraire la population. Mais je crois que nous devons sortir. Rien n'est tard de sortir dans cet embrouillamini où nous nous sommes embourbés. Nous devons maintenant aller dans les débats, mettre sur la table des débats scientifiques. Comment maintenant aujourd'hui, comment on peut lever ces paradoxes qui a toujours jalonné notre pays, les paradoxes selon lesquels nous sommes un pays potentiellement riche, mais nous sommes dans une pauvreté extrême parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais nos dirigeants ne voient pas ça. Pour eux, il faut chercher à proposer des choses pour qu'ils soient éternels au pouvoir. Non, ce n'est pas normal. Et ce genre de propositions, je crois que, comme ce n'est qu'au stade de proposition, j'appelle les élus du peuple au moment du débat, qu'ils comprennent que ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est maintenant mettre sur la table des questions qui touchent à l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, merci Rafat. Le temps est vraiment précieux et vous comprendrez avec nous que c'est le goût des débats. C'est ce qui fait la force de ces décryptages en rapport avec la politique du pays, mais également comment le politicien se mettent pour nous proposer des lois qui vont apparemment directement dans leur compte. Et maintenant, nous allons aborder le deuxième sujet, les conditions de militaires. Nous allons d'abord vous laisser suivre cet élément, la déclaration du député national Josué Mufula qui vient encore parce qu'il y a quelques jours passés, il avait déposé un document en rapport avec le flambé de prix de denrées alimentaires qui est en train de planer à travers le pays et plus particulièrement dans son fief électoral. L'élu de la circonscription électorale de Goma était il y a quelques jours ici à l'Assemblée nationale. Pour ce vendredi 18 mars 2022, Josué Mufula vient encore de frapper fort parce qu'il a profité d'ailleurs en rapport avec les dépôts des rapports de son tournée parlementaire à travers son fief électoral. Il a encore frappé à travers sa sortie médiatique. Je vous laisse d'abord suivre la déclaration de Josué Mufula, le député national élu de la circonscription électorale de Goma dans la province du Nord Kivu. Et on va juste revenir pour décrypter un tout petit peu ensemble avec mon confrère Rafa. Suivez. Alors, nous venons également de déposer la loi pour modifier la loi numéro 15/003 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire. Cette loi qui révisait la loi numéro 81/003 du 17 juillet 1981, une loi qui régissait bien entendu en ce moment-là le personnel de service public, notamment aussi le militaire. Malheureusement, la loi même de 2013 n'avait pas pris en compte l'état du militaire dans sa globalité. C'est-à-dire, le militaire qui est un sujet, parfois on le considère comme un citoyen de seconde zone. Un sujet, ça veut dire, il est soumis jusqu'au sacrifice suprême. Mais en récompense, quelqu'un qui est soumis jusqu'au sacrifice suprême, en récompense, quels sont les avantages qu'il bénéficie?
Et donc, voilà pourquoi dans notre loi, nous avons parcouru les lois sur le statut du militaire des autres pays. Et on a trouvé qu'il y a des avantages dont nos militaires ne bénéficient pas. Et voilà pourquoi nous pensons que notre proposition, la révision de cette loi, va équilibrer les suggestions et les avantages des militaires. Et nous avons proposé, entre autres, la gratification aux militaires. Nous avons proposé, entre autres, la tension salariale de 1 à 5. Nous avions proposé, entre autres, les vacances de reconstitution de militaires. Et ils peuvent le passer où ils veulent, même à l'étranger. Vous devez travailler, mais à la fin, vous n'avez même pas un seul mois. Et s'il faut avoir 1 mois de vacances, de congés, vous ne savez même pas quitter Goma pour aller à Kinshasa où il y a votre famille. La feuille de route, vous savez combien ça devient un diamant pour avoir la feuille de route. Et nous pensons que nos militaires méritent bien autant d'avantages parce qu'ils ont choisi de servir sous le drapeau. Ils ont choisi d'être des sujets, comme des esclaves pour la République. Et je crois que la République leur doit. Et notre loi vous trace, notre proposition vous trace depuis le recrutement, donc le déroulement en tout cas depuis le recrutement jusqu'à la retraite. Il faut une retraite en tout cas honorifique et digne afin de créer de l'humiliation dans les chefs de jeunes qui doivent s'enrôler dans l'armée et servir le pays sous les drapeaux. Malheureusement aujourd'hui, quelle est cette famille-là qui va accepter qu'un caporal vienne épouser sa fille? Je ne sais pas. Donc, un service hautement civique qui devait être sublimé, malheureusement, les militaires deviennent comme des clochards. Et ça, c'est inacceptable. Je crois que si l'on tenait compte de notre proposition de loi, on va remettre nos militaires dans la dignité. Au-delà de ça, je pense que nous avons introduit une question écrite encore adressée au ministre de l'économie nationale par rapport à la flambée des prix, non seulement à Goma, mais également dans toute la République. Et nous avions fustigé le fait que les Libanais, les Chinois, les Indiens ne devaient pas s'installer jusque dans nos cités pour commencer à vendre le fumbwa. Et c'est aussi, au vu de toutes nos autorités, même les citoyens congolais qui sont devenus naïfs, qui ne peuvent pas chasser ces gens-là parce qu'ils vont appeler les généraux, ils ont des numéros de généraux dans ce pays. Et donc, je crois que cette économie qui est extravertie, où l'on doit importer le piment, la tomate, les maragis, même la viande, à Gisenyi au Rwanda pour le cas des habitants de Goma, je crois que c'est inadmissible. Alors, au-delà de toutes ces initiatives, je suis en train de travailler sur une loi pour réglementer un peu la vente de boissons frélatées, donc le produit fortement alcoolisé. Les ododo, les sapilo, je crois que bientôt je pourrai, tout au long de cette session parlementaire, je pourrai aussi déposer cette loi-là. Après les recherches, j'ai appris qu'il y a l'affairisme militaire, il y a de généraux et de colonels qui font passer ce genre de produits frauduleusement la nuit. Et malheureusement, je ne sais pas quel travail l'OCC fait, je ne sais pas quel travail le ministre en charge du commerce extérieur fait. Et donc, je pense que nous allons continuer à travailler en tant que républicains pour rencontrer les attentes de nos populations. Et c'est à nos risques et périls. Ce n'est pas le poison qu'on m'a donné dans le cachot à Goma quand on m'a emprisonné qui va me décourager. En tout cas, je mériterai ma mort. Je partirai un jour, tout en sachant que
je fais le travail que Dieu m'a demandé de faire. Et je n'aurai que de compte à rendre à celui qui peut tuer l'âme, qui est le Dieu Tout-Puissant. Le reste, ils ne me feront jamais peur. Eh bien, Rafat, on vient juste de suivre la déclaration de Josué Moufoula. Vous, quelle est la lecture que vous faites en rapport avec sa sortie médiatique pour la deuxième fois depuis au mois de mars ici? Oui, je crois que c'est une très bonne initiative. Je l'encourage déjà parce qu'aujourd'hui, le problème des rémunérations des non-fonctionnaires et à désirer nous laisse à se poser deux questions. La raison pour laquelle je me dis que l'honorable Moufoula a justement cherché à particulariser cette proposition de loi. Mais je voudrais qu'il puisse chercher, bon, comme c'est une proposition de loi, lorsque ça sera soumis à débat, je crois que d'autres personnes, d'autres élus vont amener d'autres amendements qui feront en sorte pour enrichir son texte. Mais il devrait normalement chercher à généraliser. Aujourd'hui, si on se pose des questions sur la rémunération de fonctionnaires de l'État, ce ne sont pas que des militaires qui en pâtissent, ce ne sont pas seulement les militaires qui en souffrent. Mais qui sont sous-payés, si je peux. Mais l'élu de Goma avait déjà compris toutes ces questions. Il voudrait tout simplement ramener les décideurs de comprendre quand même, parce qu'on parle d'état de siège, on parle des situations sécuritaires à l'est de notre pays qui planent pendant plusieurs années. Alors, il voudrait faire un peu la particularité, enfin que les décideurs, entre autres, le président de l'Assemblée nationale puisse en tenir compte, mais également la Chambre haute du Parlement. Donc, moi, je trouve qu'au-delà, n'est-ce pas, au-delà de toutes les questions en rapport avec les fonctionnaires de l'État, en rapport avec leur salaire, mais le policier, le militaire devrait aussi se retrouver, donc trouver leur compte en fait de mieux combattre au front. Effectivement, effectivement. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que nous avons assisté lors du débat qui a eu lieu ici sur la loi des finances. Mais je vais vous dire que c'est tellement gravissime de constater que d'autres institutions bénéficient d'une allocation budgétaire un peu plus élevée que l'armée. Aujourd'hui, vous trouvez, parce que nous avons tous suivi, l'armée de notre pays, parce qu'il y avait un cahier de charges plutôt qui a été soumis, n'est-ce pas, au gouvernement concernant les conditions que les militaires de notre pays veulent qu'ils puissent bénéficier, afin qu'ils puissent rendre un bon service à la nation. Oui, oui. Notamment les rémunérations. Il y avait un budget estimé à 500 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui a été retenu dans les budgets? Les budgets a réservé 3% du budget. 3% du budget national pour l'allocation de militaires et consorts pour faire face à ces ennemis qui ne cessent à nous faire la guerre dans l'est du pays. Mais pour d'autres institutions, notamment, je peux donner l'exemple du ministère du budget. Dans ce budget 2022, le ministère du budget a 11% du budget. Alors que dans les secteurs sécuritaires. Alors que dans les secteurs sécuritaires, comme je viens de dire ici, 3%. C'est-à-dire que les 3% du budget qui a été soumis ici, c'est-à-dire que c'est environ 38 millions de dollars qui ont été réservés pour cette année pour notre armée. Mais on parle de l'état des sièges. Mais ça ne va pas, ça ne va pas résoudre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique où nous sommes en train de bercer ce qui nous gouverne, les institutions qui sont budgétivores. Plus de 60% du budget est consommé par le fonctionnement constant des institutions de notre pays. Et c'est quelque chose à déplorer. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on mette fin à cette guerre-là, il faut donner des moyens conséquents à nos militaires. Mais comment est-ce que vous allez proposer des choses? D'abord, il aurait fallu que tout se fasse dans les budgets 2022, qui a été déjà débattu au mois de novembre. Du débat sur ces budgets 2022. Pour l'exécution de 2022. Aujourd'hui, on parle de l'exécution. Un budget de 3%, vous pensez que ça peut acheter toute la logistique nécessaire pour finir avec cette guerre dans l'Est? Et surtout que l'Est est en état d'alerte. Effectivement, c'est ce qu'on devrait faire, parce qu'il y a l'urgence. Vous voyez, l'urgence, il faut en tenir compte. La priorité, il aurait fallu tenir compte dans le budget de cette année. Et lors du débat,
tous les députés, on parle la majorité des députés ont tiré la couverture de leur côté en dotant aux institutions. Donc, nous sommes dans la même philosophie de doter plus de 60% du budget pour le fonctionnement des institutions. Mais c'est inacceptable dans les pays où, comme les États-Unis, comme d'autres pays, bon, ce n'est pas dans le sens de faire le marketing ou la comparaison, parce que nous sommes un peu plus loin, mais ils allouent quand même le peu que nous devrions, ils allouent quand même un montant un peu satisfaisant pour le fonctionnement de l'armée, pour la recherche scientifique. Mais chez nous ici, qu'est-ce que ça se passe? C'est un grand problème que nous devons résoudre. Et qu'il y ait des députés, qu'il y ait des parlementaires qui doivent avoir ce genre d'initiative. Aujourd'hui, on devrait avoir un budget alloué conséquemment, alloué à l'entrepreneuriat par exemple. Pour finir avec les chômages, c'est un problème social qu'on devrait résoudre. Mais aujourd'hui, lorsque un ministère de budget, bon, bien que c'est là où toutes les répartitions budgétaires se font, mais on alloue 11% pour un grand secteur comme l'armée, on alloue 3%. Et dans notre armée, on a combien d'hommes? Et il y a combien de fonctionnaires qui sont sous tutelle du ministère de budget? Si on se pose des questions, il n'y a pas match. Alors, or, au niveau de l'armée, il y a de la logistique, il y a des primes, il y a tout ça, on devrait allouer. Mais pour le moment, la priorité devrait être orientée vers la sécession de la guerre à l'Est. Mais c'est dommage. Très chers téléspectateurs, RDC Monde, Top 243 News, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes en train de débattre sur le sujet d'actualité de ces jours en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Ce nouveau numéro de décryptage est basé uniquement sur la révision constitutionnelle pour la 4e République. Ça vient d'être fait pour ce vendredi par le député national Steve Mbikaï. Nous venons maintenant d'aborder les sujets en rapport avec, dans le secteur entrée, en rapport avec la sécurité du pays. Vous comprendrez que lors de la présentation du budget 2022 en 2021 au mois de septembre dernier, le gouvernement avait proposé comment le budget devrait être alloué dans le secteur armé et malheureusement ce n'est que 3%. Aujourd'hui, deuxième sujet de notre débat qui fait l'actualité de ces jours, c'est la proposition ou les dépôts de la proposition de loi qui devait être basée uniquement sur les conditions de l'armée, ici à partir, plus précisément dans le parti est de notre pays. Ça vient d'être fait par le député national Josué Moufoula qui est élu de Goma. Il vient encore de frapper fort à travers ses sorties médiatiques pour la deuxième fois consécutive pour ce mois de mars. On est en train toujours d'échanger avec mon confrère journaliste politico-parlementaire Rafa, ici en direct de l'Assemblée nationale. Nous allons maintenant basculer pour le troisième sujet, pour cheminer avec vous ensemble, très chers téléspectateurs de RDC Monde et Top 243 News, le duo qui vous donne l'essentiel de l'information en temps réel. Vous allez comprendre avec nous dans ce décryptage de ce vendredi 18 mars 2022. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale pour essayer un peu d'entamer des questions parlementaires. Nous allons maintenant basculer à une question culturelle, religion et sociétale. Ça touche presque tout le monde et pour ce faire, nous allons d'abord nous poser un peu de questions. Si mon confrère sur plateau avec moi, Rafat, va essayer un peu de revoir de sa façon pour nous parler un peu. Rafat, est-ce que nous avons des chantres qui inspirent? Est-ce que nous avons des pasteurs? Est-ce que nous avons des hommes qui pourraient apporter encore de remèdes? Parce que quand on est sur nos différentes chaînes de télévision, on suit l'actualité, on retourne vers le Seigneur, vers l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Mais aujourd'hui, dans la religion, c'est le chamboulage total. Tu n'es pas quand même journaliste parlementaire, mais tu vis dans la cité et tu connais quand même l'actualité. Dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce que tu comprends par Mike Kalambayi, Moïse Mbiye, prophète Joël? Je ne sais pas. Aujourd'hui, la pluie est basée sur les sextapes.
Donc, c'est que nos parents nous ont enseigné, les lots, qui les bébés, tout devient nu. Quelle est la lecture fais-tu comme journaliste au cœur de l'actualité dans la cité et qui observe tout ce qui se passe? Je crois que c'est une surprise et vous me faites en pleine émission. Ah oui, oui. Mais oui. je veux quand même ne pas passer sous silence sans pour autant parler de quelque chose parce que nous sommes là et nous voyons tout ce qui se passe. Nous sommes également observateurs de la société. Je me dis qu'à l'ère des réseaux sociaux, d'abord la première des choses que tout le monde veut paraître d'une manière ou d'une autre, en cherchant même à nuire à son confrère pour chercher à donner quand même un peu plus de visibilité sur ce qu'il fait. Alors ce qui se passe aujourd'hui, je crois que ça ne manque pas. À gauche, à droite, nous avons des pasteurs qui aujourd'hui considèrent leur chair comme un lieu où ils vont rendre compte à certaines personnes. Et là, vraiment, je suis tellement désolé parce que ce n'est pas la mission pour laquelle ils ont été appelés par le Seigneur, si on peut le dire ainsi. Il y en a d'autres qui s'improvisent, mais si on peut se permettre à dire que tous ceux qui sont là, c'est par la volonté permissive de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui me fait mal est que l'Église dans son ensemble, je suis chrétien, même si je suis, comme vous venez de le dire, journaliste politique, je suis également chrétien pratiquant. Ce qui me fait mal, c'est que le pasteur considère maintenant la chair comme leur chair, là où il prêche, comme un lieu où pour rendre des comptes, pour insulter, pour interpeller des gens à gauche, à droite, et ça n'honore pas. Et que l'Église, le corps du Christ, dans son ensemble aujourd'hui, est fragilisée. Les chrétiens manquent aujourd'hui ce qu'on appelle des bons repères. Des gens autrefois qui inspiraient de références pour la jeunesse, pour celui qui vient de se convertir aujourd'hui ou hier, aujourd'hui commence à nous donner des spectacles qui n'honorent pas d'abord leur statut de chantre de l'Éternel ou de pasteur. Maintenant, c'est des prophètes exactement. Ce sont des polémiques, ils sont dans des montages de choses, ça n'honore pas l'Église, le corps de Christ. Et nous sommes tellement désolés. Mais que le message, parce que je peux glisser un mot juste pour encourager tous ceux qui sont dans la logique de prier et de servir les dieux et les Jésus-Christ seul, le vrai Seigneur, ne puissent pas se décourager. Parce que ce n'est pas l'homme. L'homme peut changer en tout moment. L'homme est faillible. Et je crois que nous ne pouvons pas aller dans la logique de condamner parce que nous ne savons pas réellement qu'est-ce qui cache derrière ces scénarios que j'appelle, qu'on place qui a raison, qui a tort. Si on arrive à chercher qui a raison, qui a tort, qui a commencé par où, ça va chercher à détruire la foi de plusieurs. Et la raison pour laquelle il faut s'en tenir bon et continuer dans une logique qui va glorifier l'Éternel, continuer à prier Dieu comme il faut, ne pas se décourager et ne pas prendre des gens comme des dieux. Et lorsque ils vont tomber dans une situation qui est compromettante, vous allez vous basculer. La foi va tomber de 80% à 20%. Effectivement. La raison pour laquelle il faut toujours tenir bon, savoir qu'il y a un Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha pour sauver, n'est-ce pas, pour sauver toute l'humanité. Et c'est en lui que nos yeux doivent être braqués pour l'éternité. Mesdames et messieurs, c'est à Jésus qu'il faut regarder, qu'il faut se pencher plutôt pour obtenir le secours qui ne pourra jamais être accompagné des chagrins, soit des faillis, parce que Dieu n'est failli jamais à sa mission. Vous venez là de suivre mon confrère journaliste politico-parlementaire, Rafat, qui a émis le vœu de ne pas vous laisser emporter par le pasteur. Ma sœur, mon frère, tu suis un pasteur, au lieu de brandir la croix horizontale et verticale, mais il brandit sa figure. Je ne suis pas contre une église qu'on puisse afficher l'image, l'effigie des pasteurs. Ça, je ne suis pas contre.
Mais Rafat, dans une église où on ne brandit plus la croix comme le symbole du Christ, mais vous êtes dans des églises là où on brandit la figure d'un pasteur. Conséquence, lorsque pasteur va se retrouver sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas vous présenter des images ici, nous éduquons, nous divertissons, nous informons. Nous sommes un média classique, nous sommes un média qui doit vous donner le meilleur de nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas vous brandir des images qui vont choquer des mamans qui nous suivront et qui nous suivent en ces moments, et qui va choquer des parents. Parce que vous êtes partout à travers le monde, vous nous suivez à travers RDC Monde et Top 243 News. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est la saleté. Ce n'est même pas aller partout à travers le monde au fait de toutes les nations, mes disciples, mais c'est aller partout à travers le monde au fait de propagande satanique. C'est ce que moi personnellement je peux appeler. Mais moi je pense que la Bible d'ailleurs nous dit dans le livre de Matthieu que les jours de la fin, même dans le livre d'Apocalypse, on nous enseigne comment la fin du monde aura ses effets. Est-ce que je suis en train de passer à côté? Je ne suis pas pasteur. Effectivement. Mais je pense que tu es un grand lecteur de la Bible. Effectivement. Tu comprends quand même la lecture de la Bible au quotidien, qu'on lit tous les jours. On nous enseigne tous les jours que vers la fin du monde, nous aurons tout vu. Mais ça sera que le commencement. Je pense que vous soyez qui que ce soit, excusez-nous pour aborder aujourd'hui le sujet religion, mais nous sommes des chaînes généralistes qui traitent tous les sujets liés à l'actualité sur le plan national qu'international. Il était question quand même d'en parler parce que ce qui se passe, c'est chez ceux qui sont censés nous enseigner lorsqu'on est dans un moment d'affliction. Nous sommes obligés quand même d'aller chanter des cantiques de ces pasteurs-là, de ces chantres-là. Aujourd'hui, c'est encore, les gens se disent, bon, il faut aller encore se réconforter avec d'autres chansons mondaines parce qu'au moins ceux-là qui sont de l'autre côté, ils sont au moins pragmatiques. Hein? Ils vendent l'image de leur exhibition dans des mauvais sens et ils font tout ce qu'ils font. Mais avant de nous quitter, Rafat, entre un hypocrite et c'est lui qui va tout droit au but, tu choisiras qui? Moi, je ne choisis pas, mais moi, je hais les hypocrites. Tu hais les hypocrites? Oui, je hais l'hypocrisie également. Ok. Tu hais les hypocrites et tu hais encore l'hypocrisie. Tu fais l'adverbe. C'est les Français, hein, n'est-ce pas? Alors, si on pourrait prendre, comme tu hais les hypocrites, tu donnes au moins raison. Je ne fais pas la promotion de l'homme de pétage. D'accord? Je ne fais pas sa propagande. Mais j'aime seulement ces pragmatismes. On peut dire que Denis Less a raison quand il parle de ceux-là qui donnent l'impression d'être ceux qui ne les sont pas. Parce que Paul même a parlé de ça. Non, mais aujourd'hui, je crois que la Bible nous a toujours enseigné. Nous ne pouvons pas nous référer à qui que ce soit. Nous devons nous référer à la Bible. Il a dit que là où il y a des bons, il y a toujours des mauvais. Et ne soyez pas surpris à quoi que ce soit. Parce que même s'il y a des mauvais, à côté des mauvais, il y a toujours des bons. Donc, que les enfants de Dieu sachent que aujourd'hui, si on parle de faux prophètes, il y a aussi des bons. Quand on parle de faux pasteurs, il y a aussi des bons. Des faux chantres qui ont des motivations qui ne sont pas nécessairement de Dieu, mais il y a aussi des bons. C'est-à-dire qu'à côté de tout ce qui est des mauvais, il y a toujours des bons. À côté de tout ce qui est des faux, il y a toujours des vrais. Et vous ne soyez pas surpris, d'une manière ou d'une autre, de trouver qu'aujourd'hui, qu'on arrive dans une situation où d'autres qui ont abandonné le chemin véritable et maintenant commencent à faire des choses qui sont compromettantes. Et puis, bon, ce n'est pas une surprise. Parce que la Bible, c'est un livre qui a tout dit. Et qui ne cache rien. La Bible a tout dit. Elle reste le chemin de la vie. Elle s'explique par elle-même. La Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique par elle-même. Toutes les réponses, vous y trouverez
dans la Bible. Toutes les questions auxquelles vous allez vous faire allusion, vous trouverez les réponses dans la Bible. Et c'est clair. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre un terme à ce débat du jour. Vous venez de comprendre avec nous, il était question de la révision constitutionnelle qui vient d'être proposée par le député national Steve Mbikai, ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il était ici pour ce vendredi 18 mars 2022. Il était également question d'échanger avec la déposition du rapport parlementaire du député national José Moufoula. Il vient de le faire ici à l'Assemblée nationale. Nous avons abordé en dernier lieu la question religion, culturelle, musicale qui traverse d'ailleurs les frontières du monde parce qu'il s'agissait de Mike Kalambayi, il s'agissait également du pasteur Moïse Mbiye dans le contexte Mandjab où aujourd'hui les sexes tapent ici au pays, mais également prophète Francis. Ce sujet fait la une de l'actualité. Nous sommes un groupe de médias classique. Nous ne pouvons pas exhiber les insanités à la télé parce que nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants. Alors, ce n'était pas bien pour le respect que nous avons vis-à-vis de vous pour vous exhiber ce qui ne fait pas l'unanimité pour l'éducation de nos enfants. Vous étiez très nombreux à nous faire confiance pour ces nouveaux numéros d'actualité. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur RDC Monde, Top 243 News et abonnez-vous massivement, partagez, aimez, likez et laissez vos commentaires surtout. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité. Ciao sur vous. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces gens? Les mots de la fin. Le mot de la fin que je peux dire d'abord, c'est te remercier, Mike, pour cette opportunité que tu m'as accordée. Et je remercie aussi tous ceux qui ont eu à nous suivre à travers le monde, parce que vous êtes médias en ligne également, et à toutes les chaînes partenaires ici à Kinshasa. Je dis merci à tous qui nous ont suivis. C'est un plaisir. Merci Rafat. Merci Rafat, c'est un plaisir. Au revoir dans un nouveau numéro. Mais ce n'est pas pour longtemps. À très bientôt. Parce que vous nous verrez encore sur d'autres chaînes traditionnelles. Au-delà de l'Internet qui nous connecte à travers le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au revoir. À très bientôt. Mbote bandeko nanga nyonso bozali na kati ya RDC nayeli bino nini lelo nayeli bino lisolo ya RDC Monde. RDC Monde ezali nini? Ezali association oyo tosangisaka bambongo po ete to contribuer pe na développement na kati ya mboka na biso. Na RDC Monde transparence ezali, na RDC Monde bolingo ezali. Soki otie mbongo na yo okoyeba place ezokende ezosala nini, tozokende liboso muke. Toza batu te oyo ke tobandi eloko apres tozongi sima te. Tozali wana boya totonga mboka elongo bandeko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Kanida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors je dis bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. Notre but, c'est d'atteindre 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez. N'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.